Ce jour, je vous le disais, est Abdul Karim Bandé. Il est le directeur général du cabinet Salomon Conseil. Et avec lui, nous parlons aujourd'hui de la thématique préparer et réussir aux examens nationaux. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, appréciation pour la belle chemise, mais pourquoi une telle thématique en plus? C'est un cadeau, donc c'est l'occasion pour moi de remercier aussi ceux qui nous permettent d'être ici, souvent beaux, présentables, Georges Dua, qui m'a offert donc cette chemise-là. C'est l'occasion aussi de lui dire merci. Pourquoi une telle thématique? Elle a été suggérée par mon épouse, parce que je lui posais la question il y a environ 3 semaines, de quoi je peux parler? Et puis bon, comme c'est elle qui challenge les enfants à l'école, elle me dit mais pourquoi tu ne parles pas de comment préparer les enfants aux examens, puisque c'est bientôt la période. Donc nous sommes à 1 mois ou 2 pour certains des examens. Donc c'est vraiment un moment où les parents, et là moi je m'adresse encore aux parents, doivent accompagner leurs enfants, doivent les préparer, doivent les soutenir pour que justement ce moment important de leur vie qui est l'examen se passe bien. Alors une thématique assez importante en cette période où beaucoup se préparent pour les examens, aussi pour les concours. Mais quelle est la différence qu'on arrive à faire fondamentalement entre un examen et un concours? Alors c'est une belle question, parce que parfois on peut les confondre. Dans un examen, on peut faire du 100%. Tout le monde, le but de l'examen est de tester un niveau moyen. C'est pour ça que l'examen est accessible. On teste un niveau moyen. On donne la chance à l'élève moyen de réussir. Donc le but, c'est juste de s'assurer que vous avez les connaissances que vous êtes censé avoir. Mais dans un concours, il est sélectif. On veut 10 personnes. Donc le test est fait pour éliminer. Dans un concours, on choisit le nombre de personnes qui vont passer. Si vous tous, je donne un exemple, si tout le monde a... Vous avez un concours, la plus faible moyenne c'est 16. Mais on voulait 10 personnes. Il n'y a que 10 qui ont 18. On prend les 10 qui ont les 18. Ceux qui ont les 16 sont éliminés. Même si vous avez 17-50, vous êtes éliminés. Parce qu'on ne prend que les meilleurs. Le nombre de candidats à retenir est limité. Dans un examen, il est illimité. On espère même d'ailleurs que tout le monde puisse avoir son examen, mais on n'espère pas que tout le monde ait son concours. Quand on prend le cas spécifique des examens Abdul Karim Bandé, pourquoi les examens sont redoutés? Déjà, il faut dire que c'est un moment de stress, c'est une tension et c'est normal parce que c'est un moment important de la vie humaine. Vous avez le CEP, vous avez le BEPC, vous avez le BAC, vous avez le CAP, le BEP et l'ensemble de ces diplômes-là vont énormément dans le monde dans lequel nous sommes influencer la vie de ceux qui passent ces examens-là. Donc c'est vraiment des moments de stress, mais il faut savoir les contenir. Ça ne sert à rien de laisser le stress nous dominer. Et quant à l'importance même de ces examens, parce qu'on se rend compte que à l'approche, il y a toute une pression que l'élève a de la part de la société, de la part de sa famille. Sa famille lui met la même pression. Et c'est pourquoi il dit qu'il faut faire attention. Parce qu'effectivement, vous savez, les parents sont même plus stressés que les enfants. Il faut être parent pour comprendre. Vous êtes même plus stressés que... Et vous avez tendance à leur communiquer le stress là. Donc, il faut le contenir et les préparer surtout. C'est vrai, parce que chez les parents, il y a 2 niveaux. Il y a l'ego. Mon fils ne peut pas échouer quand même. Il y a quelqu'un qui vont dire les autres et tout ça. Et puis à côté, il y a vraiment le fait qu'on désire qu'ils réussissent. Donc on subit 2 pressions. Le regard d'autrui, l'enfant non plus, le regard d'autrui, mais en plus le désir de voir sa progéniture se développer. Et ça, c'est une soif que tout parent a. C'est un désir de voir son enfant devenir autonome. C'est que le rêve de tout parent, c'est quand il se retrouve au milieu de ses collègues en période de proclamation de résultats. C'est annoncé aussi que mon enfant, eh bien, il a remporté, il a eu son examen et pas l'inverse. Finalement, quand on est à quelques mois, à quelques temps de l'examen, quelle est la bonne attitude pour un parent pour accompagner son enfant sereinement? Parce que déjà, on ne le perd pas de vue. Il y a aussi cette bataille entre est-ce qu'il ne faut pas que je prenne un répétiteur qui souvent dans des cas bouleverse un peu l'enfant avec ce qu'il avait eu à l'école. Comment le parent il arrive à quelques périodes, à quelques temps en fait de l'examen c'est vrai que l'examen ne se peut pas toute l'année. Justement. Ça, c'est déjà le principe de base. C'est pas dans la dernière ligne droite qu'on prépare. À la dernière ligne droite, on corrige la trajectoire. Et c'est le but de cette émission. Est-ce que les répétiteurs sont bien ou mauvais? Moi, je ne sais pas dire. Je crois que ça dépend du répétiteur, il faut savoir le choisir. Plusieurs personnes s'improvisent répétiteurs, mais si c'est un instituteur qui vient faire la répétition, il sait de quoi il s'agit. Si c'est quelqu'un qui le fait depuis longtemps, il sait de quoi il s'agit. Mais c'est vrai que beaucoup
de but, en fait, finalement, on peut se perdre de but, on peut se tromper de but lorsqu'on prépare un examen ou son enfant, ou dans les écoles, ça arrive. Hein. On se focalise plus sur le succès que sur l'acquisition de connaissances. C'est deux choses différentes. Hein. On peut booster un enfant énormément qui réussit à son examen, mais qui n'a rien appris au fond. On a boosté sa mémoire, il a retenu des choses, mais ce n'est pas ça le but. C'est vrai que l'examen est important en lui-même, mais la connaissance est beaucoup plus importante que l'examen. Parce que plus tard dans la vie, ce qui va compter, ce sera les connaissances qu'il a acquis et non le diplôme qu'il a acquis. Et on le voit, hein, des enfants qui semblaient brillants, puis à un moment donné, il y a une chute qu'on ne comprend pas. Souvent, on leur a mis trop de pression et au bout d'un moment, ils en ont marre. Donc déjà, ça, c'est le premier élément que je voulais relever. Et pour moi, pour la préparation, il faut de la stratégie. Et ça, j'insiste dessus. Moi, ça m'a beaucoup aidé, hein. Comment on fait de la stratégie selon moi? Il faut faire la situation de l'enfant, ses points forts, ses points faibles, etc. Souvent, il y a des matières qui sont négligées, aussi bien par les parents, par les instituteurs que par les enfants. Mon fils a eu beaucoup de difficultés, mon premier fils, au début, au primaire. Et puis, à un moment, il devait passer l'examen final. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu sais faire de mieux? Pour moi, voilà le bilan. On regarde les matières où l'enfant excelle le plus et les matières où il est plus faible. Et on lui fait une simulation de moyenne. Je donne un exemple. Tu es faible en maths. Mais est-ce que tu sais que si tu passes de 3 de moyenne à 5 de moyenne en maths, et que tu es fort en EPS, non? Tu as 10 sur 10 en EPS, tu es fort en récitation, tu as 10 sur 10 en récitation, tu vas compenser, les matières vont compenser les faiblesses, et puis finalement tu auras ton examen. Que de vouloir absolument relever une matière dans laquelle on est très faible, et la relever trop, on met beaucoup d'énergie dessus, et on néglige les autres. Et quand je lui dis ça, il dit, tu vois, tu as une aisance, tu es à l'aise pour parler, tu es artistique, tu chantes bien même d'ailleurs. Alors tu dois faire ta récitation. Mais il faut qu'à la récitation, tu aies 10 sur 10. Il me dit, mais c'est possible. Il fait l'entraînement, on se met à faire l'entraînement ensemble. Là. Il récite avec beaucoup d'émotion et tout. Je dis, mais tant mieux, va et puis t'as tes 10. Il me dit, quand il revient, j'ai fini ma récitation, toute la classe a applaudi. Je dis, ben voilà. Savoir faire une récitation, c'est suivre le chemin de ton père. Moi, je parle pour vivre. Donc, savoir parler, c'est ce que tu es en train de développer. Mais malheureusement, on va considérer ça comme une matière secondaire. Mais la prise de parole en public devient un enjeu plus tard qu'on devient adulte. Un journaliste, il prend la parole en public. Un homme politique, il prend la parole en public. Un décideur, un influenceur, il prend la parole en public. Mais ça s'apprend où? Pendant la récitation, pendant les poèmes. Mais c'est négligé. Et donc justement, il faut faire un bilan des points forts de l'enfant sans lui faire croire que des matières sont à négliger. Et justement, qu'il mette le maximum de points, qui peut aller arracher dans une matière, qui prenne le maximum, et de l'autre côté, il équilibre. Comment on arrive à montrer à l'enfant qu'on est à ses côtés? Mais il faut passer du temps avec lui. Il faut discuter avec lui. Il faut lui expliquer la stratégie. Nous, on a dû faire par exemple un tableau Excel. Hein. Avec l'ordinateur, on fait un tableau Excel. On met les moyennes, on fait des simulations. Toi-même, tu penses que tu peux avoir combien ici? Voilà ton score là, tu avais 2 ou 3. Gars, c'est pas bon. Hein? Tu penses que tu peux avoir combien? 5, 6, 7. Ah, 7, c'est pas possible. Tu peux avoir 6. Ok, fais l'effort d'avoir 6. Pour avoir 6, au double d'effort. Ici, tu avais 8, mais tu peux avoir 10. Oui, je peux avoir 10. Ok, on valide. Donc, ensemble, on construit la stratégie. Donc, si tu as 10 là, tu as 7 là. Et puis, on suit quand les notes rentrent au fur et à mesure pour que justement, ils sachent là où ils doivent faire de l'effort. Je ne sais pas quelle était la stratégie pour vous, mais est-ce qu'on peut contextualiser avec le profil type d'un parent qui nous écoute et qui part au boulot quand l'enfant dort toujours et qui revient quand il est couché? Ça, on a déjà dit ça plusieurs fois, c'est une bêtise. De nos travailleurs, non, c'est une... Non, aujourd'hui, s'il rentre tard, c'est un choix. Le travail finit à 16h. C'est un choix. Il aura soit le matin, soit le soir. Et peut-être que c'est là où il faut montrer tout l'intérêt qu'on porte à l'enfant en prenant des congés à cette période. Justement pour être à ses côtés. Parce que c'est des moments importants. Vous voyez, ces 2 jours-là. Il y a un débat qui revient beaucoup avec mes amis, c'est la retraite. Et si vous jouez à ça, c'est dangereux. Hein. Vous allez vous retrouver très seul. Hein. Si vos enfants, j'insiste, hein, et c'est vraiment quelque chose qu'on vit en ce moment avec mon épouse et tout. Si vous n'investissez pas dans vos enfants maintenant, vous allez vous retrouver seul. Allez discuter avec les retraités. C'est maintenant qu'il faut le faire, pendant qu'ils sont petits. Vous voyez, c'est difficile, comme je dis souvent, de discuter avec un enfant. Mais c'est aussi difficile de discuter avec un vieillard. Et donc, si vous n'avez pas fait l'effort, il ne fera pas d'effort. Il n'en fera pas. C'est pas qu'il ne veut pas, il ne sait même pas comment le faire. Parce que vous ne lui avez pas appris. Est-ce que quand on s'approche de la période des examens, est-ce qu'il y a un lien avec l'alimentation? Est-ce qu'il faut mettre son enfant à l'aise? Est-ce qu'il faut lui permettre d'avoir des activités ludiques et tout? Parce que la pression, il faut la baisser. Hein. Même les sportifs de haut niveau,
il joue, il s'entraîne, mais vers l'approche des matchs importants, il se repose. Justement pour que... Parce que le cerveau, il fonctionne mieux au repos. Hein. Donc quand vous vous reposez, il est plus actif. Et le sport est nécessaire pour éliminer ce qu'on appelle les toxines. Pas les toxiques, mais les toxines. Parce que lorsque vous fournissez de l'activité intellectuelle, votre cerveau brûle des protéines. Le cerveau est un gros consommateur de protéines. Voilà pourquoi il faut aussi bien s'alimenter. En fruits, en légumes surtout. Parce qu'il consomme énormément. Et quand il consomme les protéines, il va les brûler, il va les transformer en toxines. Et les toxines vont dans le sang, ça fait de l'alourdissement, de la fatigue. On se sent même malade en fait. Mais lorsqu'on transpire, pas forcément le sport, mais lorsqu'on transpire, on les élimine en transpirant, en urinant. Donc il faut boire beaucoup d'eau, d'une part, et il faut transpirer. Donc c'est bon que vraiment on se soucie aussi de permettre à l'enfant de faire de l'exercice sportif pour se détendre et de bien manger et de bien dormir aussi. Comment clairement on arrive à accompagner émotionnellement son enfant Abdelkarim Mandé? Déjà, il ne faut pas lui foutre la pression que vous avez. C'est vous la contenez, c'est vous le chef de famille. Il faut beaucoup le rassurer. Et pour moi, un des points clés, il faut le préparer à l'échec. Et ça, c'est quelque chose de complexe. C'est-à-dire, parce que là, je me perds. Là, on est dans la complexité. Comment on peut vouloir du succès et en même temps se préparer à l'échec? Oui, lorsque on est trop... Qu'est-ce qui amène la dépression souvent? C'est lorsqu'on fonctionne, c'est tout ou rien, quoi. Du tout ou rien, mais la vie n'est pas du tout ou rien. L'échec, on l'a déjà vu, peut être une opportunité. Mon fils a repris sa 6e, mais ça lui a permis de s'améliorer énormément. J'ai vu des personnes qui me l'ont dit, hein, des gros cadres qu'on a aujourd'hui, qui ont repris des classes, qui ont été des opportunités pour être plus focus. Donc du coup, il ne faut pas tout voir négativement. L'échec n'est pas le problème, ni le succès. Le problème, c'est la préparation. Est-ce qu'il y met tout? Est-ce qu'il y met son cœur? C'est ça qui est important. Mais si vous dites non, tu dois absolument réussir, ouais, vous augmentez même son stress. Non, tu dois faire le maximum. Tu dois donner le meilleur que tu peux donner. Après, il y a une dimension qui ne t'appartient pas. Il y a une dimension qui est divine. Hein. Nous tous là, si c'était le cas, là, on allait tous performer dans tout ce qu'on fait. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a tout donné? Est-ce qu'on a fait ce qu'on avait à faire? On a un programme de travail. Tu dois réviser. Est-ce qu'il a révisé? Est-ce qu'il faisait vraiment de l'effort? Pour moi, c'est ça qu'on doit évaluer. Maintenant, le résultat, il peut ne pas dépendre de nous. Il y a des dimensions qu'on ne maîtrise pas. Est-ce qu'on ne risque pas d'amener l'enfant aussi à banaliser l'échec? Je ne vois pas la contradiction. Je te dis, tu dois bosser. Mais donne tout. C'est clair que le résultat, il ne dépend pas de toi. Mais donne tout. Ce qu'on doit te reprocher, c'est de ne pas avoir donné tout l'effort nécessaire. Ça, c'est le reproche sur lequel on ne va pas badiner. Tu dors, non, pourquoi tu dors? Tu dois bosser, tu dois faire l'effort. Ouais, tu as fait l'effort. Mais après, c'est pour ça qu'après, il faut aller questionner celui qui a la maîtrise de toutes choses sur cette terre-là, parce que c'est lui qui finalement décide. Hein. On a vu des gens très brillants, mais qui ont échoué. On a vu des gens auxquels on ne s'attendait pas du tout et puis qui ont réussi. Tu contrôles ça comment? Est-ce que la comparaison est une bonne stratégie entre les enfants? Quand on dit à un enfant, mais tu vois ton aîné, tu vois ton petit frère qui se bat, est-ce que tu vois ceci, cela? Est-ce que tu vois ses moyennes? Est-ce que c'est une bonne stratégie d'utiliser ça entre les enfants? C'est extrêmement dangereux. Moi, j'explique, vous voyez des frères de même père, même mère, qui se détestent. Vous en rencontrez beaucoup, non? À l'âge adulte, on voit des frères qui ne peuvent même pas s'asseoir 5 minutes. Dans bien des cas, selon moi, de mon observation, ça vient des comparaisons de l'enfance. Mais c'est terrible. Un enfant qui est seul, est le premier enfant de sa famille. Et puis, il a un petit frère qui apparaît là. Attends, c'est un étranger pour lui. Hein. C'est un concurrent très sérieux. Mais que font les parents? Ah, toi, tu es démodé, hein, tu es devenu ancien. Hein. Mais vous n'avez pas idée du mal que vous faites à cet enfant, qui n'a plus l'attention de sa mère, qui n'a plus l'attention de son père, qui se retrouve seul, et qui a un gars qui sort de nulle part, qui lui prend tous ses avantages. Et on passe le temps à les comparer. Il est plus beau que toi. Non, attends, c'est dangereux. À l'âge adulte, ça les détruit. Ils sont différents. On a parlé des tempéraments. Moi, mon premier fils est un sanguin. Mon deuxième, c'est un colérique. Mais ils sont différents. Ils ont des moments de performance. Quand l'autre, l'aîné, était opprimé, il était très moyen. Et puis, le deuxième était le leader, quoi, dans les études. Mais ça a changé aujourd'hui. Ça va changer. Non, il faut les prendre tels qu'ils sont chacun et les accompagner tels qu'ils sont. Il ne faut surtout pas les comparer. Surtout pas les comparer. Pas de comparaison, mais je vous amène dans un cas où il est peut-être difficile pour un parent. Quand on a 2 enfants qui passent un examen, quand on a l'un qui échoue et l'autre qui a remporté, comment on arrive à gérer cette pression et à ne pas manifester du favoritisme ou quoi que ce soit? C'est la sanction.
La sanction est un outil de management. Oui, moi, je suis bien placé pour parler de l'échec. Hein. Si je suis un ancien échec, j'ai joué au CEP, j'ai repris ma seconde, j'ai fait cours du soir, j'en parle dans mon livre. Donc, je sais ce que c'est que l'échec et que ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que quelqu'un échoue à l'école qu'il est con, quoi. Ça n'a rien, absolument rien à voir. C'est une aberration de penser que, ouais, il y a le diplôme, il y a la connaissance, il y a l'intelligence. Ce sont des choses différentes. Totalement différentes. Donc quelqu'un peut être très brillant, mais il n'a pas de raison d'étudier. Moi, c'était mon cas. Il n'a pas de raison. Ça ne l'intéresse pas d'aller à l'école. Et la plupart des colériques ont ce problème. L'école les ennuie. Surtout quand ils ne savent pas, parce qu'il y a deux formes d'intelligence, hein, je vais déjà résumer ça comme ça. Il y a ceux qui ont l'intelligence abstraite. Il y a des gens qui sont faits pour faire de longues études, parce qu'ils ont une intelligence adaptée au modèle de l'école. Et puis il y en a qui ont de l'intelligence pratique. Si ce que tu leur expliques ne peut pas se toucher, être palpé, c'est abstrait pour eux. Ils ne comprennent pas, ça ne les intéresse pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intelligents, ils ne sont juste pas au bon endroit. C'est donc dire qu'il ne faut pas sanctionner en cas d'échec. Il faut sanctionner en cas d'échec. La sanction est un outil de gestion. Sans sanction, il n'y a pas d'exercice d'autorité. Sans sanction, il n'y a pas de stimulant. Il faut qu'il soit stimulé par quelque chose. Autant il faut de la récompense, autant il faut de la sanction. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on sanctionne? Qu'est-ce qu'on récompense? C'est là où l'erreur peut subsister. Ce n'est pas le résultat que je récompense en réalité. Je récompense l'effort, la performance. Parce que si quelqu'un... Et ça, c'est un sujet de mon livre, la différence entre le résultat et la performance, l'efficacité, l'efficience et la performance, et qui est un gros problème dans nos organisations. Souvent, on ne récompense que le résultat, on se trompe. Vous avez quelqu'un, prenons l'exemple de mon livre, un enfant qui habite à 5 km de son école, qui vit dans un quartier où il n'y a pas de lumière, qui a à peine un repas par jour, qui marche pour venir à l'école. Il ne sait même pas chaque jour à quoi va ressembler son lendemain. Et cet enfant a 15 de moyenne. Puis tu as un autre gosse qui vient en voiture, qui dort dans les meilleures conditions, qui a 3 répétiteurs autour de lui, et puis qui a 18 de moyenne. Entre ces deux-là, si on regarde le résultat, l'enfant qui a 18 de moyenne, c'est clair, il est bon là. Mais si on regarde en performance, il n'y a pas match. Le mec, dans des conditions aussi difficiles, sans lumière et tout, il fait le résultat qu'il fait. Qui doit être récompensé? Et véritablement, c'est celui qui te fait 15 de moyenne, malgré des conditions difficiles. Imaginons qu'on lui donnait les moyens de l'autre. Il va exploser, quoi. Voilà, donc il faut plutôt regarder la performance. C'est l'effort qu'il faut récompenser et pas vraiment le résultat. C'est l'effort qui est important. Et c'est de créer aussi chez l'enfant une culture de l'effort. Plus il se rend compte que ses efforts sont récompensés, plus il va en faire. Et si vous faites vous mettez l'effort là où il faut, l'énergie là où il faut, ben le résultat est une conséquence en fait. Il n'est pas le but, c'est une conséquence. C'est pour ça que quelqu'un peut tricher et puis avoir du résultat. Mais il a triché. Mais celui qui a fait l'effort pour le résultat, c'est lui qu'il faut récompenser. Donc pour moi, il faut sanctionner le manque d'effort et il faut récompenser l'effort. Abdoul Karim Bandeh, insistons sur la question parce que c'est très important pour les parents. Comment on arrive clairement à sanctionner un enfant sans pour autant le briser? Parce que pour la plupart des parents, je me dis que certains risquent de répéter ce qu'ils ont subi et à leur époque, c'était peut-être le fouet. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme évolution et tout, comment on arrive à sanctionner un enfant sans le briser? Moi, je crois au fou. Hein. Vous savez, les enfants aiment les sanctions. Ils aiment ça. Seulement, il faut que la sanction soit juste. C'est la sanction injustifiée et disproportionnée qui pose problème. Mais une sanction, même un adulte aime les sanctions, quand elles sont justes, données au bon moment, dans les bonnes conditions. Donc, oui, la clé, si vous voulez, c'est la justesse de la sanction. Maintenant, il faut que lorsque vous réprimandez un enfant, ou même un adulte, il faut distinguer l'acte qu'il a posé de sa personne. Ce qu'on appelle les signes de reconnaissance, c'est de la psychologie, qui traduit un peu comment l'homme est stimulé. Si tu dis à quelqu'un, tu es bête, et c'est ce que font beaucoup de parents, c'est toute sa personne que vous engagez. Dites qu'il est bête, vous répétez ça tout le jour à votre enfant, il est stupide, t'es nul, tu vaux rien. Vous pensez qu'il existe des parents qui répètent ça? Mais tous les jours, pour eux c'est comme un jeu. Mais pour la psychologie de l'enfant, c'est terrible. Si vous lui dites, parce que tu as fait ça, pour l'acte que tu as posé, tu t'es mal comporté, tu n'as pas comporté, je dis, prenons, tu n'as pas fait preuve d'intelligence ici, sur ce coup. Mais ce n'est pas ta personne qui est remise en cause, ce n'est pas que tu es ta personne, c'est l'acte qu'on juge, pas la personne. Donc lorsqu'on commence à juger la personne, c'est destructeur pour sa psyché. Mais lorsqu'on juge l'acte, c'est deux choses différentes. Tu es sanctionné pour ton acte. Tu es sanctionné pour le manque de persévérance ou d'effort dans ce cas.
mais tu seras encouragé même le lendemain si tu fais quelque chose de mieux. Voilà. Abdoul Karim Bandeh, que répondez-vous à ceux qui disent que le succès scolaire, là, finalement, il ne garantit rien? Qu'est-ce que vous leur répondez? En fait, ils ont tort et raison en même temps. C'est-à-dire? Oui, c'est complexe. Effectivement, le succès dans la vie, j'en parle dans mon livre, est lié à 6 compétences. L'école, sous sa forme traditionnelle, ne gère qu'une seule compétence, la compétence technique. Mais sans technicité, vous n'aurez même pas la base pour avoir le minimum vital. Donc la technicité vous donne des chances d'acquérir le minimum vital, avoir appris des connaissances techniques. Regardez autour de vous dans nos quartiers, c'est vrai qu'on dit oui, il n'est pas allé à l'école, tel milliardaire. Mais si on prend la proportion de gens qui sont allés à l'école, qui s'en sortent, qui arrivent à subvenir à leurs besoins, et la proportion de gens qui ne sont pas allés à l'école et qui arrivent à subvenir à leurs besoins, ils sont moins nombreux. Regardez dans vos quartiers, regardez dans vos familles. Tous les aînés, les grands frères, les coraux du quartier qui ont refusé d'aller à l'école, ils sont assis au quartier. Il n'y a que ceux qui sont allés à l'école, c'est vrai, ils ne sont pas aussi riches que très souvent ceux qui entreprennent, parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément la technicité. Mais quoi qu'on dise, allez à l'école, parce que notre système est ainsi conçu, vous garantit, en tout cas vous donne plus de chances de subvenir au moins à vos besoins de base. Maintenant, la forme d'intelligence que l'école appelle, tout le monde ne l'a pas en fait. Ça va donner l'impression que certains... Je donne ce qui est arrivé à mon fils alors. Mon fils est un sanguin. Et vous voyez les écoles d'excellence. Quand on dit une école est d'excellence, moi je trouve qu'elle n'a rien d'excellence. Oui, elle n'a rien d'excellence. Sa clé, c'est de recruter de bons élèves. Si vous recrutez de bons élèves, que de bons élèves, mais vous n'avez rien à faire en fait. Qui se tapent tout le boulot. Ils sont autonomes. Ils aiment apprendre. Je connais une petite dont on me parlait. Quand elle s'ennuie, elle va faire des recherches sur comment résoudre des équations mathématiques. Un tel enfant, est-ce qu'il a besoin d'un répétiteur? Il apprend tout seul. Alors leur particularité, c'est que la plupart du temps, ce sont des mélancoliques. Ce sont des enfants calmes, mélancoliques et pacifiques. Donc quand vous allez dans une telle école, vous allez voir les enfants là sont sages. Tout enfant qui ne rentre pas dans ce moule devient un problème pour le système. On va l'éjecter en fait. On va dire qu'il est associable, il est indiscipliné. Mais en fait, c'est pas qu'il est indiscipliné. Vous avez recruté des gens d'un modèle donné. C'est pour ça que vous avez ce résultat-là. Votre capacité pour moi d'éducateur serait de prendre quelqu'un qui n'a pas envie et de savoir lui donner envie. Quelqu'un qui est très moyen et de l'aider à s'élever. C'est ça l'excellence pour moi. Ouais, là, vous voyez l'expression de départ. Attention à ne pas confondre le résultat et la performance. Lorsque je prends que de bons enfants, que j'encadre, je ne fais aucun effort. J'ai du résultat, mais je ne suis pas performant. Mais lorsque je prends des enfants moyens et je les challenge et qu'ils deviennent performants, là, je suis en train de faire du boulot. Ouais, c'est trop facile de se réfugier derrière des gens excellents. On met un test, on élimine. Il y en a même qui vont recruter, ils vont dans les villages les plus éloignés là. L'enfant qui avait rien à manger puis qui est major de sa promotion, on lui donne une bourse. On le recrute dans l'école, on lui donne une bourse. Mais cet enfant-là, il était déjà au village et puis il était major de sa promotion. Vous le mettez dans les conditions de vie. Peut-être qu'il avait un seul repas par jour et tout. À peine quoi. Et puis tu dis que tu fais de l'excellence. Non, tu fais du résultat. Oui, je suis d'accord, mais il n'y a aucune performance à l'intérieur. Performer, c'est faire évoluer. C'est apporter du contenu, de la valeur. Abdoul Karim Bandeh, ce que vous dites, c'est qu'il faut clairement distinguer le diplôme de la connaissance et aussi de l'intelligence, et que à partir de là, ne pas faire de longues études n'est pas synonyme d'une personne dépourvue d'intelligence et de connaissance. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Moi j'ai des étudiants, je dis toi tu dois aller au doctorat parce qu'il est intelligent pour ça. Moi j'ai mes collaborateurs qui ont fait son doctorat, il aime apprendre. Mais comme tu as ce réflexe là et tu apprends facilement, va au bout. Mais il y en a qui ne sont pas faits pour ça. Parce qu'ils veulent aller directement. C'est pour ça qu'il y a des cycles d'ingénieurs et puis il y a des cycles doctoraux. Parce que là, ce sont des gens qui sont formatés pour faire de longues études. Et puis il y avait des cycles. Ouais, le système a été un peu corrompu. Normalement, chaque parcours était fait en fonction du type d'intelligence de la personne. Maintenant, tout le monde veut faire de longues études. Non, tout le monde n'est pas fait. Mais tout le monde doit avoir des connaissances de base. Notamment savoir calculer, savoir écrire. Il y a des connaissances de base qui sont indispensables. Mais faire de longues études, c'est pas fait pour tout le monde, je vous promets. Plus vous parlez, plus j'ai beaucoup de questions qui se bousculent dans la tête, mais je vois que nous avons tout au plus que 5 minutes de temps d'antenne. Mais à écouter Abdoul Karim Bandeh, j'ai peut-être envie de dire que Abdoul Karim Bandeh est dans le système américain où forcément le diplôme, c'est pas ce qui va te donner le boulot, c'est ta compétence. Oui, peut-être je me trompe.
Mais nous sommes dans un système où, pour beaucoup qui écoutent, ils sont dans le système où, pour déposer un concours, pour aller à partir de là, c'est le diplôme qu'on réclame, c'est le diplôme auquel on regarde. Et là aussi, l'autre question que j'ai envie de poser, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé sur ce plateau, quand on postule, parce qu'il ne s'agit pas que des examens, on parle aussi des concours, quand on postule à un concours, il faut faire très attention à l'intitulé. Quand on rédige un CV, il faut mentionner le diplôme requis par le concours en question. Vos propos ont été confirmés ici par l'agent judiciaire d'État, Kafa Yanou, que je salue au passage. Mais finalement, ça se répète et on retrouve toujours des candidats qui vont en justice parce qu'il y a cela. J'ai posé 2 questions à la fois par rapport au système américain et tout. C'est pas forcément le diplôme, mais aussi par rapport à ceux qui continuent de faire les mêmes erreurs. Alors j'insiste, le diplôme est très nécessaire. Mais j'ai dit que le diplôme va vous garantir de subvenir à vos besoins. Si vous n'êtes pas dans le modèle de personnes capables d'aller très loin dans les études. Les personnes capables d'aller très loin dans les études vont performer sur la base du diplôme. Mais le diplôme vous garantit le minimum. C'est vraiment une bouée de secours, il ne faut pas blaguer avec ça. J'ai dit que, regardez dans nos quartiers, ceux qui ont refusé d'étudier, regardez leur vie, et puis ceux qui ont étudié, ce n'est pas la même chose. En termes de proportion, il faut avoir des diplômes. Mais la forme, par exemple, vous allez voir des gens qui ont 3-4 doctorats. Tout le monde ne peut pas faire ça. Aller même à un seul doctorat, c'est pas fait pour tout le monde. C'est ce que je dis. Mais la licence, pour moi, est un diplôme minimal qu'il faut avoir aujourd'hui. Avant, les diplômes comme le CEP, le BEP, le bac avaient de l'importance. Aujourd'hui, ça n'a de moins en moins. Donc, avoir la licence, pour moi, c'est le minimum qu'il faut rechercher. Maintenant, après, si on a une licence plus pratique, on peut se permettre d'aller à un master, etc. Mais pour faire un cycle doctoral, c'est réservé à une forme d'intelligence, je vous assure. Il faut faire de la recherche. C'est très complexe. C'est pas qu'ils sont plus intelligents que ceux qui n'en font pas. Non, maintenant j'ai dit, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas un diplôme qu'il est stupide. Allez discuter avec ceux qui ne sont pas là à l'école souvent, qu'on appelle souvent des commerçants et autres. Mais ils sont extrêmement brillants, hein? Ils sont intelligents et ils ont de la connaissance. Mais ce n'est pas une connaissance acquise dans une classe. C'est une connaissance du terrain. C'est une connaissance dans l'interaction, par l'expérience. Ils ont de l'action. Comment un idiot peut avoir de l'argent? Vous pensez que vous pensez vraiment que quelqu'un qui est stupide peut avoir de l'argent? Vous pensez ça vraiment? Peut gagner de l'argent? Mais votre abondance est directement proportionnelle à votre niveau de connaissance. Un stupide ne peut pas avoir l'argent, c'est pas possible. Quelqu'un qui a de l'argent, même s'il ne parle pas français, il a des choses à t'apprendre. Et énormément de choses à apprendre. Seulement cette connaissance-là, il n'a pas appris dans une classe. Et d'ailleurs, ceux qui font évoluer le monde, ce sont ceux-là. Parce qu'ils explorent des chemins que souvent, on a parlé des paradigmes ici, où souvent le diplôme t'enferme par moment dans des paradigmes. Alors qu'eux, ils sont plus libres d'essayer des choses. Et ces gens-là doivent écrire. Et moi, c'est un de mes défis. Comment les emmener à transcrire leur savoir? Je suis ça avec quelqu'un dernièrement. Ils sont 25 enfants. Leur père a eu 25 enfants. Tous les 25 ont réussi. J'ai dit, mais ce vieux-là, il a quelque chose à enseigner. Et ce n'est pas réussi à l'échelle de millions, hein, c'est à l'échelle de milliards. 25 gosses qui ont tous réussi. Imaginons ce que ce vieux-là a enseigné. Il vit encore, il a 90 ans. Imaginons ce qu'il a enseigné sur la façon d'éduquer les enfants et de les préparer au monde des affaires. Parce qu'ils sont tous des hommes d'affaires et des femmes d'affaires. Donc pour dire ça. Maintenant, pour terminer sur la question des diplômes. Bon, vous savez, il y en a peut-être qui n'ont pas entendu l'information. Donc on vous rappelle. Si vous voyez une annonce de recrutement et qu'il y a un diplôme qui est demandé, si c'est le CEP, même si tu as un master que tu veux participer, non, tu ne dois pas participer. Mais si tu as un master que tu veux participer, mets uniquement le CEP. Si on a demandé le BPC, conforme-toi à la prescription technique. Si tu mets plus, en fait, tu es surqualifié. On ne doit plus te recruter. Ton dossier, on doit le mettre de côté. Maintenant, si vous voulez insister, ça ne sert à rien de poursuivre l'État en justice ou les entreprises parce que vous n'avez pas raison. Alignez-vous sur ce qui vous est simplement demandé. Alors, il faut être stratégique. En 30 secondes, et je termine par là, que l'on soit traditionnaliste, que l'on soit coutumier, que l'on soit religieux, comment on accompagne aussi spirituellement son enfant? Je termine par là. En tout cas, la spiritualité fait partie. Même si on ne dit pas à quelqu'un, je sais que nuitamment, quelqu'un qui va aller déposer un canari au milieu. Pardon, laissez-nous carrefour un peu. Il va aller déposer un canari ici, il va aller déposer ici, ça. Il y aura des prières ici, des prières dans la communauté musulmane, évangélique, catholique. Ça fait partie. Tout à l'heure, on a dit que l'effort, pour moi, ce qu'il faut encourager, c'est l'effort. Le résultat, là, c'est là où maintenant qu'il va chercher la dimension divine de l'opération. Voilà, chacun, avant qu'on était petit, on disait qu'il y a des gens qui ont des bics qui écrivent à leur place. Bon, après, il y a du tout, hein. Mais effectivement, il faut une préparation spirituelle. Il faut demander la faveur divine. On peut être très bon. Et puis, par manque de grâce et de faveur, on peut échouer.
Merci à vous, Abdel Karim Bandé. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Salomon Conseil. Merci pour cette thématique qui permettra à beaucoup de parents et même à des élèves qui nous suivent de pouvoir mieux se préparer. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci également à vos auditeurs et téléspectateurs, tout en vous souhaitant une excellente semaine en ce lundi. Eh bien, si Dieu le veut, on se retrouve demain pour un autre numéro. Mais en attendant, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso.